Bienvenue à Parle Jazz en ce mardi 18 novembre. Aujourd'hui, sur le panel avec moi, Jacques Giguère, fidèle au poste mardi. Bonjour Jacques. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Excellent. Et il y a beaucoup d'actualités politiques. On reviendra aussi sur certains propos qu'on a tenus hier. Il y aura des petites choses peut-être à rajouter, les fameux déficits qu'on prévoit dans les budgets, autant au provincial qu'au fédéral. Et différents sujets aujourd'hui. On mentionnera d'ailleurs que pour la première fois, un premier ministre canadien avait rendu hommage à Louis Riel. Ben, et oui. Et gouvernement qui a désigné officiellement un projet de méga-mine de Crawford dans le nord de l'Ontario comme un projet d'intérêt national. On va parler aussi du projet de la mine de Season. C'est ça, oui. C'est au nord de Fredericton, à peu près à 60 km au nord de Fredericton. Donc, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Et puis, c'est une mine de tungstène. Alors, ce projet-là a été... Ça fait 10 ans qu'il fonctionne. En fait, pas qu'il fonctionne, mais qui est en gestation. Et puis après ça, il est parti au bureau là, de Fast Track du gouvernement Carney. Excellent. Restez bien branchés et participez aux discussions avec nous. Par courriel, c'est le ppgg@cjse.ca et par téléphone, le 506-532-0133. Bienvenue à Parle Jazz en ce mardi. Hier, il y a toutes sortes de téléphones qu'on a reçus qui nous ont donné des solutions, toutes sortes de solutions concernant les déficits budgétaires qu'on avait annoncés. On parle d'un 835 millions au provincial, d'un 78,3 milliards au fédéral. Qu'est-ce que tu en as pensé, Jacques? Je sais que tu étais à l'écoute hier de l'émission et il y a des gens qui proposaient des solutions quand même intéressantes, mais somme toute, toi, tu as eu des réflexions concernant les solutions apportées. Oui, puis je trouve que les gens avaient des bonnes idées. J'ai aucun problème avec ça. Les gens trouvent des solutions, puis il faut, à un moment donné, s'assurer que c'est faisable. Mais en même temps, il faut tout mettre ça en perspective. Puis, une chose qui me frappait hier, c'est que les gens, si on pense comme une business, un gouvernement n'est pas là pour faire de l'argent. Le gouvernement est là pour donner des services. Mm-hmm. À un moment donné, il faut qu'on comprenne ça. Et c'est justement sa force au gouvernement, c'est que pendant qu'il y a des hauts et des bas économiques, c'est cette stabilité qu'il procure dans l'évolution du temps et par rapport aux aléas économiques. Donc, ça sert à ça. Donc, oui, à un moment donné, ils font des déficits, mais en même temps, ça permet de traverser des crises. Donc, il faut relativiser tout ça. Oui, il faut pas s'en faire si un gouvernement a des millions de déficits. Des milliards, là, ici. Oui, des milliards au fédéral, mais attention, là, faut relativiser ça. Regardez nos voisins américains. Le déficit pour 2025... C'est quoi, vous pensez, le déficit américain? Je sais pas, mais j'imagine là, que tu vas me sortir des gros chiffres. Là. Donc, on regarde nos voisins du Sud, eux, ils en font des déficits chaque année, des gros déficits. Ça fait longtemps qu'ils en font des déficits. Ils sont 10 fois plus nombreux que nous autres. Hein? En gros, là, ils sont 10 fois plus nombreux. Donc, normalement, le déficit, nous, on fait 78, vous dites? Oui, 78,3 milliards. Donc, ajouter un zéro, si on faisait 780, ça serait comparable. Aïe, hein? aïe. Mais eux, là, ils sont pas là. Ils vont faire en 2025... 1,78 trillion de déficit. Ça, c'est même pas... OK. Donc, quand les gens disent... En anglais, c'est billions. Des trillions. Ça, c'est des milliards. Ça, c'est bizarre. Juste à noter là, que le billion n'est pas le même chiffre en français puis en anglais. Ça, c'est confondant. Oui, ça, c'est confondant. Un trillion, c'est 1000 milliards. Donc, ça, c'est un trillion en français, mais en anglais, ils l'appellent billion. 1 milliard, c'est 1000 millions. Ouais. Eux autres sont même plus au milliard, ils sont au trilliard. Ah, ben là, okay. Quand on se compare, on se console. Alors, c'est 1 avec, je ne sais plus combien de zéros, il faudrait les compter, mais ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 zéros. 12 zéros. Aïe. OK, donc, c'est ça, là. Tu trouves que le déficit est tout à fait acceptable Mais ça dépend de l'économie que vous avez pour la soutenir. Ouais. C'est toujours ça. C'est toujours en rapport à votre économie, par rapport à votre... Écoutez, je ne suis pas un économiste, là, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut relativiser un déficit. Il y a une raison d'être. Okay. Alors, oui, c'est ça, mais est-ce qu'on doit exponentiellement continuer? Les Américains vont frapper un mur à un moment donné. Et ils s'y approchent, là.
s'y approchent parce que ils ont pendant trop longtemps exagéré, je dirais, sur le pain béni. Puis probablement qu'à un moment donné... on ne sait pas ce qui va se passer. J'ai pas de boule de cristal, mais ce que je peux vous dire, puis hier, ça a été mentionné par un des invités, c'est que le Canada est en excellente position pour faire un peu plus emprunter un peu plus sur la carte de crédit, parce que justement, il y a eu une certaine sagesse dans le passé qui a fait en sorte qu'on est mieux géré. Nos systèmes bancaires sont mieux gérés qu'aux États-Unis. Alors, il y a beaucoup de choses qui est positives au Canada et faut juste faire relativiser tout ça. Mais oui, il y a des bonnes idées. Est-ce qu'on devrait payer davantage? Est-ce qu'on devrait, par exemple, payer sur l'autoroute? Vous avez mentionné hier. On parlait des taux, hein? Oui, avoir des payages à chaque bout de la province. Puis je me souviens qu'à un moment donné, quand le gouvernement conservateur de Bernard Lord est arrivé au pouvoir, il devait y avoir dans la région de Petit-Kodiak, un service de payage pour les gens qui utilisaient l'autoroute. Et puis, les années qui ont suivi, à un moment donné... Et puis, finalement, il l'a enlevé. Mais les gens qui appelaient hier disaient que ça, c'était pas un endroit stratégique, par contre. Ben voilà, ça, c'est une bonne question. Puis, il y a aussi l'île du Prince-Édouard. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, l'île du Prince-Édouard a dit « Attention, si vous mettez ça, vous nous empêchez d'avoir des gens. » Et donc, il y avait une poursuite qui était envisagée contre le gouvernement du Nouveau-Brunswick, parce que si vous faites ça chez vous, nous, il n'y a pas d'autre chemin là, pour aller à l'île. Oui, ils peuvent passer par la Nouvelle-Écosse, mais il n'y a pas d'autre... Le chemin principal, c'est vraiment celui du pont. Alors, mais qu'est-ce qui empêcherait d'avoir une entente, par exemple, avec l'île du Prince-Édouard, pour dire, bon, il y a quoi, 5 10 de gens qui passent sur le chemin, qui vont chez vous? On vous donnera 10 des redevances. Ça pourrait être une solution. Ouais, à un moment donné, il faut penser autre. Il faut sortir de la boîte. Sortir de la boîte, la fameuse. Il faut sortir de la boîte et penser autrement. Puis, il y a des choses aussi qu'on ne dit jamais, par exemple, sur les subventions qu'on donne à l'industrie pétrolière. Si on a un déficit de 78 milliards, bien, vous savez-vous que l'industrie pétrolière au Canada est subventionnée à la hauteur de 29,6 milliards par année? OK, mais ça, c'est... Ouais. Il y a de l'argent, ça, qu'on donne aux... C'est presque la moitié du déficit. Mais c'est un choix. C'est un choix de gouvernement. C'est un choix de société. On donne à des compagnies des milliards pour aller chercher quelque chose dans le sol qui coûte rien. Mais j'ai une question, genre... On n'a jamais payé Mère Nature. Personne n'a payé Mère Nature pour faire du pétrole. Il y a des millions d'années, là. Non. Mais là, si on subventionnait pas le pétrole, ça veut dire que le prix qu'on le paierait, nous, ça serait immense. Là. Je veux dire, il y aurait une montée du prix pas mal plus grosse que ce qu'on est habitué de voir de quelques sous. Là. Ben, c'est relatif, tout ça. Oui, si demain matin, on arrêtait, c'est certain qu'il y aurait une grosse augmentation. Pardon. Mais peut-être qu'on commencerait à payer le vrai prix des choses. Là, on le paye, mais indirectement. Par nos taxes. Par nos taxes. Puis là, après ça, on blâme les gouvernements de faire des déficits. Ben, c'est des choix. La politique, là, c'est toujours une question de choix. C'est l'art du compromis. On apprenait ça à l'école. La politique, c'est l'art du compromis. C'est que c'est difficile, à un moment donné, de faire des choix. Et donc là, ça, c'est un choix qui a été fait par les gens qui étaient là pendant longtemps. Est-ce que c'est la chose à faire? Et quand je vous disais tantôt, penser en dehors de la boîte, c'est vrai que c'est beaucoup d'argent. Mais si on se disait aux gens, savez-vous quoi? Pour les 25 prochaines années, on va enlever 1 milliard de subventions à l'industrie pétrolière par année, mais on va le mettre dans l'isolation des maisons, dans des programmes d'isolation, de réduction de consommation. Hein? Ce que vous allez peut-être payer un peu... La scène que vous allez payer, ou le quelques sous que vous allez payer de plus sur l'essence, ben on va pouvoir isoler beaucoup plus de maisons avec ça. Et donc, vous allez leur gagner sur votre tarif d'électricité. Vous voyez? On pourrait faire ça. Là, on ferait une pierre deux coups. On sauverait d'un côté, et puis on permettrait de réduire aussi notre empreinte carbone, parce que là, on s'en va dans le mur, là, de ce côté-là. Alors, ça pourrait être une façon. Et investir dans les énergies renouvelables. Ça pourrait être... On en prend 500 millions, puis on le met dans l'isolation, puis l'autre 500 millions dans les énergies renouvelables. Bon, ça ferait des projets pour l'année. L'année d'après, regardons ça, toi, on a un autre milliard de disponible pour d'autres projets. Puis on avance comme ça tranquillement. C'est rien de révolutionnaire, c'est ça, penser en dehors de la boîte. Essayer de trouver des solutions pratiques à des gros problèmes. Mais à un moment donné, il va falloir ces choix-là devront être faits un jour par nos décideurs.
Et ça, il faut qu'ils se le mettent en tête, et puis il faut qu'ils arrêtent de nous vendre des projets de gaz, comme on va faire à Tantramar, en nous disant que c'est une bonne affaire à une compagnie américaine. Mais ça, on en a déjà parlé, on pourrait en parler si vous voulez. Ben, parlons-en du projet de Tantramar. C'est celui de la mine Sisson? Non, le c'est pas Tantramar, c'est le gouvernement, c'est Énergie Nouveau-Brunswick. C'est Énergie Nouveau-Brunswick qui va installer, en fait, qui propose un projet d'installation à Center Village, qui est pas très loin d'ici, là. C'est pas très loin, là. C'est on va dire entre Chimogui puis pas Sackville, Sackville. OK, entre les deux à peu près là dans le milieu. On veut installer une centrale au gaz d'à peu près 400 mégawatts, avec une possibilité de monter à 500 mégawatts, donc à peu près 8 à 10 turbines qui feraient de l'électricité. Et puis, mais c'est au gaz, avec une possibilité bi-énergétique, là, avec aussi, ça pourrait fonctionner au diesel. Okay. Bon, mais encore une fois, on brûle du gaz. On va mettre dans l'atmosphère des millions de tonnes de CO2 par année pour subvenir à notre surplus de nos besoins d'énergie électrique. Et puis, notre demande de surplus. Si vous regardez toute la construction qui se fait dans la région de Moncton, Riverview, Dieppe, Moncton, Shediac, le nombre de blocs appartements qui montent, les appartements multi-logements. C'est énorme. Je ne sais pas si vous avez été à Dieppe, là, mais j'ai juste passé ce matin, là, puis j'en ai compté une dizaine en passant. Là, qui sont en construction. Puis je suis sûr que je ne les ai pas toutes comptées, parce qu'il y en a d'autres ailleurs. Sans compter ce qui s'en vient à Moncton. Bon, un coup que ces édifices sont terminés, là, ben, ça marche comment, ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça prend de l'énergie. L'électricité, ça prend de l'énergie pour faire fonctionner ça. Elle vient d'où? Tu sais, l'énergie Nouveau-Brunswick a des capacités X, mais là, on s'en va dans les capacités Y. Puis là, elle n'arrive plus à dire « wow, ça va monter trop vite ». Et nous, on n'a pas prévu une croissance aussi grande que ça. Alors là, on se retourne de bord. Puis parce que ça fait 10 ans au moins, si c'est pas plus, qu'on dort au gaz, littéralement. Pour pas faire de mauvais jeux de mots. Pour faire de mauvais jeux de mots. Ben là, on se retrouve bon gens comme devant. Puis là, vite, on a un projet, puis c'est le meilleur des projets. Puis puisqu'on a une direction qui est issue et qui pense comme les gens du pétrole, ben ils sont incapables de penser autrement, se disant « Hey, sais-tu que si on avait pensé à ça il y a 10 ans, là, on aurait déjà probablement plus d'éoliennes d'installer ou plus de panneaux solaires. » Hey, c'est pas impossible. La technologie, elle existe, mais on a choisi, parce qu'on est pris à dernière minute, on va faire ça, et là, on commence à ouvrir la porte aux centres les centres de données là, de l'intelligence artificielle. OK, ça nous prend des ordinateurs qui prennent énormément d'énergie. Celui qu'on va construire dans la région de Saint-Jean, là, va prendre, si la centrale de gaz de Sackville devient en opération, ben le seul centre de données de l'intelligence artificielle qui va se construire dans la région de Saint-Jean va prendre la moitié de ce que de l'énergie de cette affaire-là. Puis là, on veut en construire un dans la région de Grand-Sault. L'intelligence artificielle, là, c'est facile, là, parce qu'on a ça au bout de notre téléphone puis notre ordinateur, puis on dit, ben ça coûte rien. Ça va nous coûter un prix de fou en énergie, parce qu'éventuellement, l'énergie qui va être consommée là va faire augmenter la demande, et quand on augmente la demande, le prix ne va pas baisser. Donc, le prix que nous, on va consommer comme citoyens néo-brunswickois, et il va monter, là. Il va continuer de monter. Il ne va pas descendre. Oubliez ça, il ne va pas descendre. Ça fait que, surtout qu'on est un des pays, si vous regardez l'OCDE, les pays les plus industrialisés, là, les plus économiquement en avance, je dirais, si vous regardez les 30 premiers, là, on est celui qui paye le moins cher pour l'électricité. Ça veut dire que ça va aller en montant. Oui, ça ne peut pas descendre. Rendu là, on est déjà en bas. Là. Donc, ce que j'essaie simplement de vous dire, c'est que les prochaines années, au niveau
prix électricité, attendez-vous que ça augmente parce que toutes les tendances sont à l'augmentation. Surtout qu'en plus, il faut réaffecter Mactaquac, puis... puis je veux que tu me parles de l'autre projet, là, celui qui est d'intérêt national, la mine Sisson, qui a beaucoup de gens contents de ça, mais beaucoup de gens inquiets de ce projet-là. Puis le gouvernement fédéral qui dit qu'il veut aller de plus en plus vite, faire avancer ces grands projets là, d'intérêt nationaux. Puis dans les 6 projets qu'il a choisis, il y a celui de la mine Sisson au Nouveau-Brunswick. Alors, toi, de ton côté, ça, c'est celle-là qui est proche de Fredericton, hein? Oui, ça, c'est là qui est proche de Fredericton. Et puis, en fait, c'est le tungstène, celle-là. C'est du tungstène. Merci de le préciser. Le tungstène. C'est quoi du tungstène? C'est un minéraux. Avec le point de fusion le plus haut, c'est ça, lui? C'est celui Voilà, c'est ça. Si vous vous rappelez, quand on était à la petite école, on avait le tableau des éléments, là. Il y avait tous les éléments avec des petits carreaux, là, avec tous des numéros dessus, là, puis des lettres, là. Ouais. Ça, c'est ce tableau, c'est le numéro 74. Si vous trouvez votre tableau. Je pense que c'est ça, le tungstène, c'est 3000 quelques degrés, là, pour le faire fondre. C'est incroyablement haut. C'est ça, sa force, c'est que c'est un minéraux que c'est 3422 degrés Celsius qui amène c'est là où on peut c'est son point de fusion. C'est son point de fusion qui est très élevé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vu que c'est le météo qui a le point de fusion le plus élevé, ça veut dire que c'est un matériau qui est très utile pour l'armée, pour en faire des bombes qui permettent de perforer l'armature de certains véhicules, de certains bâtiments pour aller exploser à l'intérieur. Ailleurs, moi qui pensais que le tungstène, c'était plus c'est pour faire des petits filaments dans les ampoules, là, comme on a fait longtemps. Ça peut servir à autre chose. On l'utilise, par exemple, aussi dans les moteurs d'avion. Hein, parce que ça tourne très rapidement. Pour pas que ça brûle. C'est ça. Donc, il y a d'autres utilités. Mais on a aussi découvert que si on l'utilisait pour des bombes, ça permet de frapper encore plus fort. C'est pas par hasard que l'armée américaine met 20 millions dans ce projet-là. Mm-hmm. C'est pas par hasard. C'est pour l'armement, eux autres. Alors, je trouve ça un peu ironique que le Nouveau-Brunswick, chez nous, on va prendre un espace. En passant, là où est la mine, tout de suite, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, OK. C'est d'une nature incroyable. C'est ça. C'est le long de la rivière Nashwaak, une des rivières les plus belles de la province, avec une eau des plus pures de la province. Là, ce qu'on va faire, là, si le projet va de l'avant, on va carrément détruire et contaminer un espace, un écosystème à peu près vierge. Parce que si vous voulez faire une mine de tungstène à ciel ouvert, on s'entend qu'il ne reste pas beaucoup d'arbres, là. On rase, on creuse le trou, puis c'est ça qui est important. On va chercher le minerai. Après ça, c'est pas juste aller chercher le minerai, puis le mettre sur un train, puis l'envoyer. Parce que c'est en pourcentage. Je veux dire, mettons, il y a 2 % de minerai dans la roche, il faut aller le chercher. Donc, il faut enlever 98 %. Pour faire ça, on fait ça avec du chimique. Hein? C'est des acides. D'abord, il faut concasser tout ça, hein? le plus finement possible. Après ça, on met ça dans des gros bassins, puis on met des produits chimiques là-dedans. Mais ça crée des résidus miniers, des résidus solides, puis des résidus liquides. Bien, tous ces liquides-là, ça, c'est une autre chose. À côté du trou, de la mine, on prévoit construire un lac de rétention de produits liquides chimiques, arsenic et tout ça mélangé avec de l'eau, parce que ça prend beaucoup d'eau. OK. Le lac, là, qu'ils vont construire, là, il est aussi gros que le lac Baker. C'est 2,5 km de large par 3,5 km de long. Aïe, aïe. Et pour retenir tout ça, il faut faire un barrage de la hauteur de la tour de Bell à Moncton. Ben, je comprends que c'est les environnementalistes là, qui s'opposent, qui sont les plus inquiets face au projet. Ben, n'importe qui. C'est pas une question d'être environnementaliste, c'est une question de dire c'est ça, aller chercher. C'est un souci environnemental. À partir du moment où on fait une mine, faut pas juste penser ça va être bon parce qu'on va avoir des redevances. Oui, encore là, les redevances, souvent, ils viennent après que les prêts ont été payés. Et non pas dès le début. Ça dépend, ça aussi. Là. Ça, c'est une autre question. Mais juste au niveau écologique, on va complètement détruire un écosystème, on va créer un lac toxique à côté, puis on fait du minerai, puis ça, on l'envoie ailleurs. Oui, ça vend pas bien le projet à mes oreilles. Ce que j'essaie simplement de vous dire, c'est que à tout projet,
à toute médaille, il y a un revers à une médaille. Et ça, c'est le rôle du gouvernement, de prendre le temps de l'expliquer. De dire, voici ce que nous allons faire. Voici ce que nous allons voici ce que nous allons recevoir en échange d'une destruction d'un écosystème. Est-ce qu'on est d'accord de faire ça? Là, on pourrait commencer à jaser. Mais je trouve que le gouvernement, tout de suite, ne prend pas le temps d'expliquer aux gens les choses correctement. Parce qu'on est soi-disant, c'est un minéraux critique, puis là, tout à coup, parce qu'on a décidé que c'était critique, il faut le faire parce qu'on a besoin de job. Attention, avant d'aller trop vite, je dis, prenons le temps, et si c'est le choix collectif, puis on est d'accord avec ça, puis on met en place les meilleures pratiques pour s'assurer que, OK, ça sera un choix, mais pour le moment, le débat ne se fait pas. Et j'ai peur, moi, que plus tard, nos générations futures vont dire « Ah, maudit, vous nous avez laissé avec telle affaire, telle affaire. » Ben, c'est ça. Ouais. Parce que on voit, dans certains pays, il arrive des problématiques avec des bassins de rétention, puis ça se met à couler. Puis qu'est-ce qui se produit? Dans le cas de la rivière Nashwauk, qui est une des plus belles rivières au Nouveau-Brunswick, ce qui pourrait arriver, c'est que si jamais le lac devait fuir, ben ça va dans la rivière, puis ça peut descendre jusqu'à Fredericton. Et si vraiment le barrage cédait, dans 24 heures, c'est rendu à Fredericton. Bon, ben ça veut dire que c'est quoi? On vient de contaminer pour des milliers d'années. Aïe, aïe, aïe. Mais je suis pas en train de dire que ça va arriver. Je suis en train de vous dire qu'il faut, à un moment donné, est-ce qu'on est prêt à prendre le risque? Comme on le fait avec la centrale nucléaire. Ça peut nous péter d'en face, mais en même temps, les chances sont très minces. Est-ce qu'on est prêt à faire ça avec quelque chose qui est toxique aussi? Parce que de toute façon, il va y avoir une contamination. C'est sûr qu'il va y avoir une contamination. Si vous faites un lac, les oiseaux de passage, là, ils vont regarder ça et dire « Ah, connaissons ça, regarde le beau lac. Ouais. » Ben oui, mais c'est un lac contaminé avec de l'arsenic puis toutes sortes d'affaires. Mais pourtant, tu sais, je sais que Mme Holt, la première ministre, est contente que le projet ait été choisi là, comme un projet d'intérêt national. Puis je sais qu'ils ont trouvé aussi du molybdène. Là. Il y a tungstène et molybdène, c'est 2 métaux critiques. Mais l'affaire, c'est que la Chine a pas mal le monopole de ça. Oui. Puis ils ont l'air de penser que si on a cette mine-là au Nouveau-Brunswick, on pourrait tirer notre épingle du jeu et commencer à pouvoir être un fournisseur aussi, commencer quasiment peut-être pas rivaliser avec la Chine de façon à les dépasser, mais être un joueur dans ce marché-là. OK. Donc, vous pensez, là, vous avez remis vos lunettes économiques. Et puis, à partir du moment où si je prends puis je garde seulement mes lunettes économiques, ça peut être très, on se fout des conséquences, je suis d'accord avec vous. On n'arrête pas, puis on continue, puis on met la pédale au fond, puis on avance. Créer 500 emplois, puis... Absolument. Ouais. Puis je suis pas contre les emplois, puis je suis pas en train de dire que je suis pas d'accord avec ça. Je suis en train de vous dire qu'il y a un revers à une médaille, et c'est le rôle du gouvernement de prendre le temps de nous l'expliquer. Comme on est comme la centrale au gaz de la région de Sackville. On essaie de nous dire qu'elle va fonctionner seulement à 7 %. Attendez un peu, là. C'est un projet d'1 milliard par une compagnie américaine, puis vous pensez qu'eux, ils veulent pas faire de profit avec ça? Ben voyons donc. Je pense que je trouve ça malhonnête à quelque part. On aurait besoin d'un peu plus d'honnêteté intellectuelle. Mais tu sais comme... Excuse-moi. Tu peux continuer ta phrase? Mais c'est juste que quand le gouvernement provincial a dit pour cette mine-là, en 2015, ils ont donné le feu vert environnemental. Puis en 2017, 2 ans plus tard, le fédéral a dit oui, c'est beau, on peut aller de l'avant avec ça, c'est le feu vert. Fait que, point de vue environnement, ils n'ont pas l'air trop inquiets, là. Non, ils sont pas inquiets. Mais je suis pas dit qu'on devrait pas être on n'est pas inquiet ou on devrait être inquiet. Je dis que le gouvernement devrait prendre le temps, à ce moment-ci, quand vous l'envoyez sur le bureau Fast Track de Carney, de prendre le temps de dire, OK, si on accepte ce projet-là, voici les pour et voici les contre. Mais nous, on a décidé que les contre, là, c'était moins grand que les pour. Donc, on va de l'avant. Mais prendre le temps d'expliquer correctement pour pas qu'il y ait de surprise plus tard. Et ça permet aussi de vérifier au fur et à mesure si les choses sont faites correctement. Parce que le monde va le savoir. Mais si on le sait pas, on va pas regarder. On va pas prendre le temps. Puis, c'est ça que je trouve triste. C'est sûr. Le Parti vert s'inquiète avec ça. Surtout l'affaire du bassin que tu parlais, là, de bassin toxique. Puis, il y a aussi l'association du bassin versant
de Nashua qui s'opposent là, à ça, qui ont des craintes environnementales également. Donc, c'est ça pourrait polluer les cours d'eau, hein. Puis, se déverser même dans le fleuve Saint-Jean, comme tu disais. Ben absolument. Puis c'est pas juste ça, sans compter les problèmes au niveau de l'air. Parce qu'une mine, ça fait de la poussière, puis donc dans tout ça... Ben, c'est quoi les fameuses 40 conditions? Parce que, tu sais, ça avait été comme accepté, point de vue environnemental, mais à 40 conditions. Puis il y avait 10 ans pour faire les choses, c'était assez de temps. Préoccupation, c'est que le gouvernement ferait tout ce qu'il faut pour accélérer les affaires aux dépens de l'environnement, selon les opposants au projet. La première ministre, elle a dit que s'il y a des technologies plus modernes pour limiter l'impact sur l'environnement, ben, elles seront exigées auprès de Northcliffe Resources qui veulent faire le projet. Oui, mais encore une fois, c'est comme si on ne veut pas aborder on veut pas voir la problématique sur tous ses angles. On veut juste trouver une façon de dire oui, c'est un bon projet, oui, c'est un bon projet, vite, c'est le temps. Tu vois? Alors, Greenpeace, c'est pas content non plus. Ben, c'est qu'il doit avoir des raisons pour ça. Alors, moi, je dis simplement, avant d'aller de l'avant avec un projet aussi gros, avec autant d'impact, prenons le temps d'expliquer à la population. Mais dans le fond, on sait pourquoi ils ne veulent pas l'expliquer, parce que votre première réaction, quand je vous ai parlé simplement d'avoir un gros lac, puis d'une dame, puis ça va être des produits toxiques, puis ça... Déjà, on est rébarbatif, on se dit, ouais, ben là, ça, je savais pas. Bon, mais ça fait pourtant, c'est la réalité. Pourquoi ça a été mal expliqué? Ben... Non, c'est pas que c'est mal, c'est pas. C'est pas expliqué du tout. C'est ça. On a fait seulement... Mais on est bon pour dire que ça va créer 500 jobs. Encore une fois, il y a une banque qui s'est installée à Moncton à grand coup de subventions gouvernementales qui nous a promis beaucoup d'emplois. Et finalement, ils s'en vont. Non, c'est vrai, ça, t'en avais parlé. Donc, il faut toujours faire attention avec sa création d'emplois-là. C'est un beau mirage qu'on nous fait. Puis si jamais on n'y va pas, ben là, c'est les menaces. Alors, le monde économique, il est aussi performant, mais en même temps, il est très cruel aussi, tu sais. On a un appel, c'est le 506-532-0133 pour vous joindre à la discussion. Parle Jazz, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Très bien. Oui, j'écoute parler, je suis d'accord avec j'aime l'exposé que M. Giguère fait. C'est intéressant. Moi, je suis un gros supporter de l'énergie solaire puis éolienne. OK. Puis ça vient à ce que je disais hier quand j'avais appelé pour la faire du budget. Puis on dirait que le monde est hypocrite. À chaque fois qu'il y a un projet d'éolienne, le monde se garoche. On veut pas ça dans notre backyard. Puis c'est ça. Pourquoi? Ça coûte rien. Le soleil puis le vent, les autres, ils vont toujours être là. Hein? Je regarde, il y a eu un gros projet qui avait été fait, planifié pour le nord du Nouveau-Brunswick, là. Hey, la tollée de manifestations qui a été faite là, on veut pas avoir ça dans notre backyard, ça brise la vue, c'est pas beau. Je trouve, le monde veut tout avoir. Hein? On veut tout avoir, mais on veut pas avoir rien pour régler le problème. Vous avez raison. Ouais, vous avez raison là-dessus. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est pas beau. Puis, il y a deux, toute forme d'énergie, quelle qu'elle soit, va avoir un impact environnemental. Même l'éolien puis le solaire ont un impact environnemental. D'ailleurs, il faut faire attention au greenwashing que j'appelle. Là. Même ça va polluer. OK? Des panneaux solaires, ça pollue parce qu'il faut le faire. Puis pour faire le panneau solaire, ça prend du pétrole. Tout comme par exemple, les batteries de voitures électriques. Les batteries de voitures électriques, les éoliennes, les palmes en carbone et tout ça, ça prend du pétrole pour faire tout ça. Donc, il y a un impact. La différence, c'est qu'à l'utilisation, on n'en fait plus. Et donc là, il y a une diminution graduelle de l'empreinte carbone qui a été faite pour la création de ces objets-là. Vous voyez? Donc, c'est ça l'avantage de ces produits-là. Ben oui, mais là, je reviens à un autre commentaire que vous avez fait. Alors, vous avez dit que vous avez passé à Moncton et à Dieppe les constructions. Même pour faire des constructions, tu as besoin des machines qui coupent le bois dans le bois. Oui. C'est tout. Ben, il faudrait arrêter ça dans le cas. Tu peux pas. C'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis que pour faire un projet d'éolienne, oui, tu as besoin à la construction. Et là, je suis d'accord. Là. Il y en a fait un à la MEC qui a coûté 100 millions, puis c'est là.
La clé des projets éoliens, je pense, ça va être de l'intégration des communautés dans les projets. Les communautés autochtones, certainement, mais les communautés rurales, quelles qu'elles soient. On ne va pas installer des éoliennes au centre-ville de Moncton. On oubliait ça, à moins que ce soit des petites éoliennes sur les toits de maison, des trucs comme ça, mais on ne va pas installer de géants dans la région. Non. Donc, si les communautés sont intégrées et ils reçoivent une partie des revenus, par exemple... Ça se fait à plusieurs endroits. Oui, ça se fait. Il le reçoit, là. Ça, je le sais pas sûr, là. Il y a une partie... Les personnes... pour une communauté, ça devrait, là. Mais ceux-là qui ont des éoliennes sur leur terrain privé, ils ont toute une redevance. Ça avance à tous les ans. Ça, c'est pas une chose. Mais c'est que je reviens à ce projet-là. Puis il y a des communautés qui voudraient. Mais un éolienne, un parc d'éoliennes, tu peux pas mettre ça, disons, eux autres, les études, c'est où ce qui est la vélocité du vent est. Oui. Puis, tu peux pas mettre ça partout, là. Non, on peut pas mettre ça partout. Puis d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites au début des années 2000. Je me souviens, il y avait un professeur à l'Université de Moncton, un professeur Gagnon, qui avait justement regardé toutes les possibilités, les capacités éoliennes. Le Nouveau-Brunswick, toute la région du sud-est, particulièrement le bout, là, à Cap-Tourmentin, ce coin-là, là, les capacités éoliennes sont phénoménales. OK, c'est de qualité mondiale. OK, donc il y a une capacité là d'aller chercher de l'énergie qui serait bas carbone. Hein? Le solaire, puis l'éolien, puis le nucléaire, c'est des énergies, puis l'hydroélectrique, c'est des énergies bas carbone. Ça pollue. Mais ça pollue beaucoup moins qu'une centrale au gaz, qu'une centrale au charbon, qu'un foyer. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que c'est pour ça que je me dis, je le sais, tu peux rien faire aujourd'hui qui va pas consommer du carbone à la base. C'est ça. Mais après ça, c'est pour ça je trouve ça fabuleux quand je vois des grosses bâtisses mettre des panneaux solaires sur les bâtisses, sur les appartements, les gros blocs appartements d'affaires, mettre des panneaux solaires. Parce que là, ça ramasse l'énergie, il n'y a rien qui les empêche. Il y a tellement de choses que le monde voulait prendre de la peine de dire, bon, OK, on va faire un projet là, comme ils ont en fait, une chose qu'on pourrait faire, vous avez raison, qu'est-ce qu'on attend pour changer le code du bâtiment, par exemple, pour dire qu'à partir du 1er janvier, tous les nouveaux bâtiments qui seront construits produiront autant d'énergie qu'ils vont en consommer. Ça sera un rêve. Hein? Ça serait... Il n'y a rien qui... Techniquement, là, c'est faisable. Alors, mais encore une fois, on dort au gaz là-dessus. On n'est pas pressé. Puis on revient toujours. On est incapable on a de la difficulté à penser en dehors de la boîte parce que la première chose qu'on va nous dire, c'est « Oui, je comprends, mais ça va coûter plus cher à faire. Donc, je ne serai pas compétitif. Donc, je ne pourrai pas les vendre. Donc, on met nos lunettes économiques tout de suite, puis on pense en argent. Au lieu de penser que, mais le bâtiment, après, là, il va fonctionner presque tout seul. Donc, tout ce que vous allez sauver, puis il n'y a rien qui empêcherait le gouvernement de dire, le municipal, dire, écoutez, tous ces bâtiments-là, vous allez payer moitié moins de taxes. C'est ça qu'il faut, à un moment donné, penser, se dire, faut réfléchir à autrement. Ça veut dire, le monde pense juste sur le moment. Il ne garde pas 5 ans, 10 ans, 15 ans avant. Oui. Puis, ce que tu vous disais tout à l'heure, la taxe pour les subventions aux pétrolières, comme vous disiez, si prenions cet argent-là, puis disons, on va vous en donner pour l'isolant, ou on va subventionner vos panneaux solaires sur votre maison. Oui, mais encore, mais là, il faut avoir un système. Il faut que la province, Énergie Nouveau-Brunswick, en l'occurrence, change complètement sa façon de voir les choses si on veut aller là-dedans. Et tout de suite, on n'est pas là. C'est ça qui arrive. Alors, il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est faisable parce qu'un pays comme le Danemark, c'est quand même un pays qui est comparable au nôtre, qui est dans l'hémisphère nord, qui a des hivers, etc. Ils sont déjà à 70% de tout ce qu'ils consomment en énergie renouvelable. Donc, c'est pas impossible. Puis le Nouveau-Brunswick,
a quand même des capacités incroyables, mais c'est le choix. Écoutez, on a les gouvernements qu'on a choisis. Donc, il faut que les citoyens vivent avec ça, mais en même temps, oui, la réflexion doit se poursuivre, et plus tôt sera le mieux, parce qu'on s'en va pas en baissant là, au niveau des gaz à effet de serre. J'ai dit Énergie New-Brunswick, regardez le projet d'énergie intelligente qu'ils ont fait là. J'étais membre du projet. Là. Ils ont installé des panneaux solaires puis des maisons pour... ils l'ont fait à Shediac. Oui. Ben oui, c'est un bel exemple. C'est une possibilité. Ben, à un moment donné, il faut pas arrêter là. C'était une recherche nationale sur cette histoire-là. Il y a eu Moncton puis Shediac puis Sackville. Oui, il y a eu 2 projets comme ça. Puis ça a bien marché, là. Ils ont installé. Avec s'il y avait des subventions pour installer sur des maisons neuves, des jeunes qui commencent, puis qui diraient, nous autres, on peut produire 2 tiers de notre ce qu'on utilise dans nos maisons, qu'on peut ça serait gros, là. C'est tous des bons projets. Puis moi, l'éolienne, les projets solaires, puis éolienne, je suis pour ça à 100%. Ça fait 40 ans que je travaille là-dessus, puis je m'intéresse à ça. Merci beaucoup pour votre appel. Franchement, bonjour. Oui, merci. Journée. On va prendre une courte pause et on a d'autres appels en attente. Restez patients sur la ligne. On vous répond dans un instant à PPGG. Vous écoutez Parle, Jase. Jacques Giguère est en notre compagnie. On a parlé beaucoup de projets, notamment de la mine Sisson, des inquiétudes environnementales, entre autres. Et on retourne au téléphone. C'est 506-532-0133 pour discuter avec nous. Parle, Jase, c'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, j'écoutais Jacques, est là. Oui. Il parle vraiment bien. Il a expliqué plus que qu'on est pour la mine, pour ça. C'est vraiment dangereux et toxique, des mines ouvertes, ça, c'est sûr. Oui. Puis je pensais à d'autres choses, moi, que j'avais vues à la télévision. Ça a passé une fois, par exemple. Je sais pas comment ça se fait qu'ils ne passent plus. Le chanvre. Oui. On pourrait bâtir des maisons avec du chanvre puis faire tout ce que c'est du feu avec le système. On peut faire des vêtements avec ça. On peut faire... C'est innombrable ce qu'on pourrait faire avec ça, oui. Le gars avait ça dans la main, un morceau de chanvre qui était pressé, là, puis il chauffait avec une torche. Puis ça OK, on va expliquer tout de suite si les gens ne comprennent pas. Le chanvre, c'est une plante qui est quasiment comparable au pot. Tu sais, quand on a droit... C'est comme la même plante, mais... sauf qu'il n'y a pas de pot dedans. Il n'y a pas de THD, là. Il n'y a pas d'agent hallucinogène. C'est un peu d'un champ de même, là. Mais ça y ressemble terriblement. Et ça y ressemble tellement que pour pouvoir faire ça prend des permis pour pouvoir cultiver ce genre de plante-là, justement. Oui, il y a la moindre coupe de forêt, le membre pourrait se bâtir avec ça, puis tout. La patente qu'il y a avant, j'ai vu ça à la télévision, il y a une grosse maudite presse. C'est tout coupé ça d'une shot, puis là, ils pressent en ça. Oui. Tout est sauvé, il n'y a rien qui est gaspillé. Là. Oui. Non, c'est vraiment intéressant ce que vous amenez, parce que ça, il y en a beaucoup qui croient que c'est une solution du futur qui est très envisageable. C'est une des solutions. On se bat pour la nature, on se bat pour toutes les abeilles, puis tout. Puis là, il y a un changement qui se fait, là. C'est pas normal, la nature qu'on a là. T'as vu dans l'été, ce qui se passe? Non, le dernier rapport... détruit les forêts, puis là, ils sont en train de détruire le reste, puis c'est pas d'allure, pas en tout. Avez-vous pris l'autoroute il n'y a pas longtemps, là, en allant vers Fredericton? En sortant de Barrett's Mill, en sortant de Moncton, en s'en allant vers Fredericton, vous regarderez à droite. J'ai pas de véhicule, je me promène pas. Il n'y a plus rien ici. Non. Il y avait une forêt, il n'y en a plus. C'est une coupe à blanc. C'est carrément des coupes à blanc. Il y a des années, on avait dit qu'on faisait plus de coupe à blanc. On a mis ça pour 15 ans. C'était un petit pas Taylor qui était là. Cette heure, elle n'est plus là. Quand il faisait quelque chose, il se démissionnant, puis il faisait d'autres choses. Après, on ne les voit plus la face. Ça, vraiment, ça réveillerait pour arrêter ça parce que le taux de cancer a très augmenté. Puis la nourriture, elle est même pas bonne. Il n'en parle pas de la nourriture bio. Il parle de la mauvaise nourriture, pardon. C'est qu'elle est économiquement rentable. Je veux dire, ça revient toujours à... C'est dur à aller contre l'économie, là, mais c'est ça. Aller contre les valeurs dominantes, monsieur, c'est très difficile dans une société et les choses changent lentement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir un target, avoir une cible, puis continuer de travailler là-dessus pour votre bien-être personnel puis pour le bien-être de la population. C'est sûr, c'est sûr. Aux panneaux solaires vous aussi. Découragez-vous pas. La dernière chose qu'il faut faire, c'est se décourager. Ce qu'il faut faire, c'est continuer d'être conscient de ce qui se passe, puis de regarder à gauche et à droite avant de prendre une bonne décision. Quand vous traversez la rue, vous regardez chaque côté. Faisons la même chose pour chacun de nos projets. C'est ça qu'on fait là. On voit pour tout ce qu'on prend.
Oui. Mais comme le panneau solaire, comme que je pensais, là, il faudrait qu'il fasse rien des subventions au gouvernement pour ça, et demande. Ben, il faudrait peut-être commencer à penser à les faire chez nous aussi, là. Parce que je crois que... ça baissera jamais bien, ni le gaz, là. Le gaz, ça n'arrêtera pas ce non plus, ça, là. Ben, c'est que c'est devenu le sang de notre économie. Oui. C'est avec ça que le gouvernement va chercher beaucoup d'argent, la taxe Il y a un sur de l'essence. véhicules qui se promènent au prix que le gaz. Des camions, là, des gros trucks. Mais... Oui. Ben oui, mais... Si tu passes des concessionnaires, il n'y a pas de t-shirt, il y a des trucks à vendre. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Hey, merci beaucoup pour votre appel. Mais ça me fait penser... Passez une belle journée. Ça me fait penser, les camions, c'est 33 litres au 100 km. Tu sais, les gros 18 roues qu'on voit, là, en moyenne, c'est 33 litres au 100 km. Avez-vous vu la dernière décision qui vient de sortir du gouvernement provincial? Quel donc? C'est qu'à partir de l'année prochaine, tous les sacs bleus, tous nos vidanges recyclables, là, vont toutes... je dis l'année prochaine. Je ne sais plus quelle date exactement, mais tous nos vidanges au Nouveau-Brunswick, recyclables, vont être traités à Halifax. OK. Donc, ce que vous mettez dans votre sac bleu à Miscou, ou à Edmundston, ou à Fredericton, à Saint-Jean, à Moncton, à Shediac, à Bouctouche, ça va s'en aller se faire traiter dans une usine de Halifax. C'est le transport que tu imagines là pour rappelez-vous, là, je vous ai dit 33 litres au 100 km. Mm-hmm. Là, on dit qu'on est écologiquement... on recycle. Pour recycler du carton. Mais attends un peu, là. Attends. Voyez-vous ce genre d'aberration-là? C'est bizarre. Pourquoi qu'on le fait? Parce que je reprends mes lunettes économiques, puis je le mets, puis ils ont fait probablement des calculs, puis ils se sont rendus compte que, si j'ai une usine qui en traite plus, je vais faire une économie sur le volume. Je vais pouvoir en traiter plus dans la même usine, donc moins de main-d'œuvre, nouvelles technologies, etc. OK. Mais c'est quoi l'empreinte carbone de ça? De prendre mes poubelles, carrément mes poubelles, de Edmundston, puis les envoyer là-bas. Là, à un moment donné, je pense que ça vaudrait la peine que quelqu'un fasse une étude puis qu'il se mette à calculer, à moins qu'on dise on va mettre ça dans des trains. Ça, c'est peut-être une solution. Mais pour le moment, ça s'en va dans les camions. Là. Ouais. Fait qu'il y a une réflexion. Je pense que le greenwashing, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut faire attention à ça. Parce qu'on donne des fois des couleurs vertes à des choses qui, dans le fond, ne le sont pas. Exactement. J'ai une question qui nous est venue par courriel, Jacques. Donc, on parlait de la mine Sisson tantôt. Un auditeur qui nous demande, il dit qu'il y a des choses positives pour sûr, mais quand on donne des octrois pour des nouveaux projets, il dit qu'il faudrait avoir des garanties pour notre argent. Pour la mine Sisson, il ne faudrait pas que ça soit une autre affaire où l'argent part ailleurs. Pourquoi pas donner l'argent pour Hydro-Mataquac? De cette façon, ce serait plus safe. Qu'en pensez-vous? C'est pourquoi pas. Enfin, une solution en dehors de la boîte. Là, on est en train de dire, pourquoi on ne ferait pas ça, les redevances, par exemple, pourraient être données à quelque chose de précis? Ça pourrait être intéressant. Mm-hmm. Et moi, je dirais, oui, on faudrait analyser une proposition comme celle-là et voir jusqu'à quel point c'est une des meilleures solutions. Est-ce que c'est la moitié qu'on pourrait faire? Mais moi, il y a une chose aussi qui m'a frappé dans les grands projets qui sont avancés là, dans le Fast Track Office de M. Carney. Ouais. C'est... le Nouveau-Brunswick s'est plaint qu'on n'avait pas de projet. Puis là, tout à coup, on a la mine de tungstène de la région de Fredericton qui est apparue. Pourquoi qu'on n'a pas dans ces projets-là la réfection du barrage de Mactaquac, qui va coûter je ne sais combien de milliards à faire? Il est en fin de vie. C'est une bonne question, parce que non, il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi ce projet-là n'a pas été dans les priorités. Souvenez-vous, un des projets du gouvernement fédéral pour régler notre problématique énergétique en Atlantique, c'était de créer, il appelait ça l'Atlantic Loop. La loupe, le Atlantique. C'est-à-dire qu'on allait permettre à Terre-Neuve et Hydro-Terre-Neuve et Hydro-Québec de fournir de l'électricité à toutes les provinces atlantiques grâce à un réseau de distribution. Ça aussi, c'est plusieurs milliards. Si on faisait ça, on n'aurait pas besoin d'une centrale au gaz dans la région de Tantramar. On n'aurait pas besoin de ça. Mm-hmm. Et là, on pourrait miser davantage. Là, on aurait une sécurité énergétique garantie parce qu'on s'entend que Terre-Neuve et Hydro-Québec, ils en ont de l'énergie bas carbone parce que c'est des barrages hydro. Et là, on pourrait commencer à planifier une sortie de toutes ces énergies fossiles qui est Belle-Dune. Tu sais, Belle-Dune, à un moment donné, il va falloir que ça ferme.
Ça marche au charbon. Et puis, c'est dépassé, là. Le charbon, ça fait longtemps que c'est banni de beaucoup d'endroits. Ne c'est pas dépassé. Ça fait partie encore des ça pollue moins quand même que, le charbon, que plusieurs... c'est le pire. C'est le pire? Le charbon est le pire. Ah non, c'est vrai, c'est le trois. nucléaire qu'on dit qui pollue moins quand il est bien... quand il n'y a pas de catastrophe. En fait, il faut diviser ça en deux. OK? Il y a les énergies renouvelables, c'est-à-dire ou bas carbone, puis tu as les énergies fossiles. OK. Les énergies fossiles, c'est le charbon, le pétrole, puis le gaz. Gaz de schiste et tout ça. Gaz de schiste, gaz naturel, le propane, mais toutes ces affaires-là. Okay. Le charbon, ben ça, c'est comme une roche que tu brûles puis qui fait de l'énergie. Hey, mais ça, c'est grave. Juste une petite parenthèse, là, mais dans ma famille, mon père, quand il était jeune, là, ça chauffait au charbon à l'intérieur des maisons, puis ils sont tous tombés malades 50 ans plus tard. Puis là, la famille, mon père a perdu ses frères, ses sœurs, les uns après les autres, de la même maladie. Qui était une maladie liée à l'amiante d'un poumon ou quelque chose d'un poumon. Pas l'amiante, mais pas l'amiantose. C'était à cause du charbon, en tout cas. C'était à cause du chauffage au charbon dans les maisons. Puis, ils ont respiré ça trop longtemps. Mon père avait eu la chance de ne pas habiter dans cette maison-là. Il était ailleurs puis il a passé moins de temps dans cette maison-là. Mais les autres sont décédés d'une même maladie que je me rappelle pas le nom exact, mais c'est une maladie des poumons. Londres, rappelez-vous, peut-être rappelez-vous, non, on peut pas se rappeler parce que c'est au début de l'industrialisation, à la fin après 1850 jusqu'à 1900, Londres chauffait beaucoup. La ville de Londres, en Angleterre, chauffait beaucoup les petits poêles. Avez-vous déjà été à Londres? C'est une chose que vous allez remarquer si jamais vous allez à Londres. Si jamais vous allez à Londres, vous remarquerez qu'il y a encore toutes ces maisons avec à peu près 8-10 sorties de cheminée sur chacune des maisons. C'était impressionnant à voir. Mais pourquoi qu'il y en a autant? C'est parce qu'il y avait des petits chauffages au charbon dans chacune des pièces. Okay. Et à un moment donné, ce qui s'est produit, c'est que ça polluait tellement à Londres qu'ils ont été obligés d'interdire le chauffage au charbon parce que les gens tombaient malades. Mm-hmm. Et puis, c'était... Bon. C'était une maladie pulmonaire épouvantable qui se développe longtemps après. Mais on le brûlait... Tu sais, dans le temps, on ne savait pas. On brûlait ça directement. Ça faisait de la chaleur, puis good. Ben oui. Mais il s'agissait qu'il y ait une longue période où il n'y avait plus de vent, ou pas de vent. Tu sais, il arrive des passages où il n'y a pas de vent. Ben tout ça, l'hiver... Tout ça restait dans la ville. Et là, les gens trouvaient ça moins drôle. Donc, à un moment donné, ils ont trouvé d'autres solutions. Puis, c'est parfait comme ça, là. Mais c'est ça. Donc, il faut juste finir... Oui, donc, on avait ces trois-là qui sont qui font partie des énergies fossiles. Et les autres, vous avez les énergies qu'on dit renouvelables. Le vent, le solaire, le nucléaire, qui fait partie des énergies renouvelables parce que c'est une molécule qu'on divise. Et puis, de cette division-là, ça crée de l'énergie qu'on utilise. Qui se renouvelle sans arrêt. C'est ça. Ouais. Mais ça prend des minéraux radioactifs, là. On ne veut pas faire ça avec du fer, là. Mais écoute, la science, on est capable de le faire. Donc ça, c'est un coup que la centrale est faite et qu'elle fonctionne, il ne sort pas d'émanation toxique d'une centrale nucléaire. Il sort des déchets nucléaires. Qu'il faut entreposer. Ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Puis oui, on se pose la question, est-ce que c'est la meilleure chose? On nous avait promis dans les années 60 qu'on allait trouver une façon de les entreposer de façon sécuritaire. On est rendu en 2025, puis on l'a toujours pas. En fait, on l'a, la solution, mais on ne veut pas la mettre en application. Ce serait d'enfouir ça dans le bouclier canadien. Creuse un trou tellement profond, on met ça dans des sarcophages et tout ça, parce que ça va rester radioactif pendant des milliers d'années. Une autre solution que les Français sont en train de mettre en application, c'est d'utiliser ces déchets-là, parce qu'il y a encore de l'énergie dedans, et de leur donner une deuxième vie qui vont réduire la quantité de radioactivité des déchets, et tout en faisant de l'énergie. Les Français sont très avancés au niveau de l'énergie nucléaire. De la récupération, toujours. De récupération des déchets. Et ils sont rendus dans des centrales nucléaires de deuxième niveau qui sont beaucoup plus performants. Est-ce qu'on devrait jeter le bébé avec l'eau du bain, avec le nucléaire, parce qu'on dit que ça crée des déchets radioactifs dans une crise climatique? Je sais pas. Moi, la question se pose, la question m'est posée. Moi-même, je n'arrive pas à prendre une décision là-dessus. Je me dis, il y a du bon à ça, mais il y a aussi du mauvais.
Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, par rapport à la mine, je dis oui, il y a du bon à ça, mais il y a aussi du mauvais. Donc, c'est important de prendre le temps d'analyser. La meilleure solution serait celle-ci. Mais moi, je trouve ça triste que dans les grands projets, là, le Loop Atlantique n'est pas revenu sur la table. Puis une des raisons pourquoi il avait été même s'il avait été proposé par Ottawa, c'est justement le Nouveau-Brunswick qui a dit non, on veut pas ça. Et puis, alors qu'aujourd'hui, moi, je le prendrais les yeux fermés, là. Ben, les yeux fermés. On s'entend, là? On prendrait le temps d'analyser les pour et les contre, mais il y a beaucoup plus de pour qu'il y a de contre, parce que tout ce qu'on passe, c'est une ligne électrique. Peux-tu nous résumer juste vite la boucle atlantique, ce que ça incluait comme projet? C'est de permettre aux grands barrages d'Hydro-Québec et de Hydro-Terre-Neuve, qui sont sur la côte nord, très, très au nord, les nouveaux, là, les Churchill Falls, puis tout ça, d'amener l'électricité jusqu'ici. Terre-Neuve, c'est une île. C'est un gros caillou. C'est une grosse île, mais c'est une île pareille. Puis le barrage, ben, il est au Labrador. Il est loin, là. Happy Valley Goose Bay, là. C'est loin ce coin-là, là. Si vous voulez prendre votre voiture pour y aller, là, amenez-vous un sandwich puis un sac de couchage parce que c'est des nuits. Ça va vous prendre 3-4 jours à vous rendre là. Donc, c'est très loin. Tout ça pour dire que c'est très loin. Mais pour l'amener jusqu'à chez nous, au centre où on consomme de l'énergie, il faut donc créer des grandes lignes de transmission et aussi sur Terre, mais sous-marine. C'est ça, la boucle atlantique, c'est tout ce réseau. Ce serait le réseau, donc ça irait d'un sens comme dans l'autre. C'est une boucle. C'est ça, une boucle. Hein? Une boucle, ça commence d'un point, puis ça pourrait revenir au même point. Et donc là, vous donnez une possibilité à l'énergie, à toutes sortes de consommateurs, que ce soit le Nouveau-Brunswick, Énergie Nouveau-Brunswick, ou la Compagnie de la Nouvelle-Écosse, ou la Compagnie de l'île du Prince-Édouard, de puiser dans ça selon ses besoins et ou d'en fournir. Parce que, prenez l'île du Prince-Édouard est sacrément plus en avance que le Nouveau-Brunswick au niveau des énergies renouvelables. Ils ont un parc d'éoliens incroyable. Ils ont un parc solaire dans la région de Somerset incroyable. Et eux, ils veulent avoir leur propre autonomie, puis ils s'en vont vers ça. C'est le Nouveau-Brunswick qui est fourni, là, tout de suite. Mais à un moment donné, ça va peut-être... Ils n'en ont plus besoin, hein? Ben, s'ils continuent, mais ils ont un objectif. Je n'ai pas tous les détails avec moi de ces projets-là, de l'île, mais ils ont des objectifs et tranquillement, ils avancent parce que c'est clair et net. On a l'impression qu'au Nouveau-Brunswick, on n'a pas d'objectif clair, de cible. En fait, on est plutôt en réaction plutôt qu'en action. Mm-hmm. Et puis là, on attend pour Mactaquac. Puis là, on attend pour Pointe-le-Pro. Puis là, Pointe-le-Pro, ben, il est supposé d'ouvrir bientôt, là, de revenir en opération. Quand la centrale nucléaire de Pointe-le-Pro fonctionne, c'est 500 mégawatts, là. Il en sort là, du courant de ça, là. Puis c'est juste à la fission de l'atome, là. C'est quand même incroyable. C'est une technologie qui est merveilleuse, mais en même temps, qui la comprend et qui peut la maîtriser? C'est un nombre très limité de personnes. Et à un moment donné, ça nous dépasse, tout ça. Oui, puis sur l'histoire de l'humanité, ça fait très peu de temps qu'on touche à ces énergies-là. Là. C'est dans le dernier siècle, et voilà. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça pour dire que moi, l'idée du chanvre, c'est une belle exemple. Ça, c'est un bel exemple, monsieur, puis vous m'avez téléphoné là-dessus. Le chanvre, cette plante qui a plusieurs fonctions. Oui, d'isolation, mais oui, on peut faire de la fibre avec ça. Oui, on peut manger des graines de chanvre qui sont très bonnes pour la santé. Il y a plein de choses, il y a plein de potentiel de faire avec ça. De potentiel, non, je l'avais pas vu. Mais il y a beaucoup de possibilités avec cette plante-là. Et puis, oui, mais encore une fois, ça prend un ministère de l'Agriculture qui est proactif. Parce que c'est sûr que la transformation est compliquée. Là. Je sais que pour faire des vêtements, il y a toute une affaire pour rendre ça utilisable, le chanvre. Là. Donc, il y a un procédé, il y a des coûts qui seraient reliés à ça, mais c'est d'une qualité incroyable là, ce que ça peut donner comme matériel et tout. Mais tout de suite, il y a un beau projet dans la région de la groupe de développement durable de Cochrane là, qui a commencé à réintroduire le lin. Il y a une plante, donc oui, pour sa graine, mais aussi pour sa fibre. Et ils sont en train de développer... Là, pour des vêtements, peut-être? Oui, comme nos ancêtres faisaient. Moi, je me souviens, j'allais chez ma grand-mère, puis ça sentait toujours le pain, parce qu'il y avait un bahut, là, quand elle appelait ça son bahut, là, puis elle mettait son pain là-dedans. Il y avait toujours cette odeur-là, et son linge à vaisselle qu'elle avait sur l'épaule, c'était un vieux linge de lin. Et ça, c'était les meilleurs linges à vaisselle que vous pouviez trouver à l'époque. J'en veux!
C'est ça. Puis le groupe de développement durable de Cochrane, c'est un de leurs projets, parce qu'ils ont énormément de projets, mais un des projets qui est associé à ça, c'est ça. C'est de cultiver le lin, une variété qui est particulière, et de tout retrouver, ce savoir-faire de nos ancêtres, pour peut-être s'en aller tranquillement vers une espèce d'autosuffisance. Et c'est parce que que les Walmart et les Costco de ce monde vont nous fournir ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam, oui. On sort notre latin ce matin. On arrive déjà à la fin, par contre, de l'émission, Jacques. Avant de quitter, je voudrais te poser une dernière question qui est arrivée par courriel. Pourquoi on n'utilise pas l'énergie de la baie de Fundy pour produire de l'électricité? La nouvelle... C'est une bonne question. Puis une des raisons pourquoi on a de la misère à le faire, c'est que l'énergie de la baie de Fundy, elle est incroyablement puissante. Tellement que ça fait au moins 20 ans que la Nouvelle-Écosse, conjointement avec des organismes, des compagnies privées, tente de maîtriser l'énergie de la baie de Fundy. L'énergie de la baie de Fundy, elle vient de la force des marées. Hein? On dit qu'on a les plus hautes marées du monde. Donc, l'eau rentre, et puis c'est dû à la forme de la baie de Fundy, qui est plus large à son ouverture, et plus on rentre vers le fond, vers Moncton, bien, plus ça se rapetisse. Et donc, ça fait des grosses... La quantité d'énergie, la quantité d'eau qui rentre, bien, elle a moins de place à aller, donc elle va plus en hauteur. Elle ne peut plus aller sur le large, donc, sur chaque côté, qu'elle va en épaisseur. Mais elle va aussi en rapidité. Et donc, là, il se produit un phénomène qui fait que tous les gens qui ont installé ils appellent ça des hydroliennes, c'est-à-dire des espèces de palmes. C'est comme une éolienne, mais vous la mettez dans l'eau. OK. Hein? Tout arrache. Tout arrache parce que l'eau arrive trop fort, le débit est trop puissant. Il n'y a pas moyen de tenir ça là qu'ils n'ont pas trouvé encore les bonnes solutions. Alors, c'est pas qu'ils n'ont pas essayé. Votre proposition, elle est bonne. Ils ont essayé. Et ils essayent encore. Je crois qu'il y a des nouveaux essais. Mais beaucoup de compagnies, là, à un moment donné, c'est... OK, on a essayé, puis ça n'a pas marché. Mais il va essayer. Et puis, Jacques, j'ai quelqu'un qui est en attente au téléphone depuis un bon moment, même si on a passé l'heure de l'émission. Je pense qu'on va donner une chance. On va prendre un dernier appel, un court appel. Parle, Jean-Jacques, on vous écoute. Dernier appel aujourd'hui? Oui. Je vais faire l'avocat du diable. Vas-y. Oui. Toute chose égale, il y a beaucoup d'influences inconnues dans notre système politique qui influencent énormément la politique de nos jours et celle du passé. Par exemple, le rôle des lobbyistes dans notre système politique, soit pour ou contre. Puis le deuxième point, c'est la propagande du message à court terme versus celui-là à long terme. Par exemple, l'argent. Oui. Donc, vous me demandez si je suis pour ou contre le lobbyisme. Moi, je pense qu'on ne va jamais empêcher le lobbyisme. Il va toujours exister. Est-ce qu'on doit mieux l'encadrer? Je pense que c'est dû directement aussi à l'issue de notre classe politique. C'est-à-dire que qui on élit? Ils sont où nos agriculteurs? Ils sont où nos scientifiques? Hein, dans la classe politique. Ils sont où nos... oui, des fois, il y a des médecins, mais il y a beaucoup d'avocats. Alors, à un moment donné, on a la classe politique. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires. Hein, des hommes et des gens d'affaires, les gens de... Mais je pense que... Des fois, je me demande si on ne devrait pas réserver des positions pour 2 agriculteurs, 2 infirmières, des gens qui sont dans... Je dis ça, là, je lance des métiers en l'air, là, mais pour qu'on ait que ça soit beaucoup plus représentatif de la population. Et on n'est pas là. Et ça viendrait peut-être contrebalancer le pouvoir des lobbyistes. Des lobbyistes qui cognent généralement à la porte. S'ils cognent à votre porte, c'est parce qu'ils ont un intérêt à défendre. Puis à un moment donné, je pense que le gouvernement pourrait dire, sais-tu quoi... mettons, je vais nommer Irving, là. On sait qu'il fait partie des lobbyistes. Sais-tu quoi, cette année, ça ne me tente pas de te parler. Parce que je sais que tu vas me dire. Je le sais que tu vas me dire. Donc, si tu n'arrives pas avec une autre proposition que tu fais comme d'habitude, je vais passer. On n'est pas là. On n'est pas là. Et puis, à un moment donné, ben oui, il y a des gens qui tombent dans le panneau, des cadeaux.
des voyages de pêche, des trucs comme ça. Puis vous avez raison. Est-ce que jusqu'où le lobby est puissant? Ben, ça dépend de l'argent que ces gens-là décident de mettre dans leur lobbyisme. On revient vers vous pour un dernier mot. Oui, c'est justement ça, mais c'est plus complexe que ça. C'est jamais simple, notre système politique et aussi les décisions du gouvernement. Mais ça serait quoi votre proposition? Ça serait quoi votre proposition, vous? Ben, ça serait justement d'avoir plus de transparence au point de vue comme vous disiez au message au tout début, l'explication, puis la vérité, comme la transparence. C'est pas un avantage à un gouvernement nécessairement qui va avec un point de vue ou avec un logique qui est déterminé, mais il n'y a pas on dirait, d'engagement à long terme, les conséquences de leurs gestes. Soit que ça s'aide pour court terme. L'autre côté de ça, la médaille, c'est comme vous disiez, il y a tout le temps deux côtés de médaille. Notre système, à date, de nos jours, n'a pas porté des fruits à long terme. Pour la simple raison, on regarde trop souvent à court terme, puis on réfléchit pas. Oui, vous avez raison. Vous avez raison là-dessus. Mais vous savez, le plus gros lobby, c'est vous, puis c'est moi, puis c'est votre voisin, puis c'est l'autre voisin, c'est la population. Oui, mais oui, mais on ne joue pas notre rôle. Jouez votre rôle. Exact. Là, vous avez appelé dans une tribune téléphonique. La prochaine fois que vous verrez votre député, parlez-lui. Oh, monsieur, t'as pas dit comment est-ce qu'ils me connaissent. Ah, ils vous connaissent déjà. Ouais. Ben bravo, parce que c'est important, ça. Puis oui, mais on est passé. Comme vous disiez, faut pas avoir peur. Ouais. N'ayons pas peur d'aller voir nos élus dans le respect, là. Je dis pas d'aller les voir avec un marteau, là. Je dis d'aller les voir dans le respect puis d'exprimer vos préoccupations, qu'ils soient personnelles ou générales. Et puis, moi, si j'étais député, je serais tellement content que les gens viennent me consulter ou viennent me parler, parce que c'est ça, leur rôle, c'est de représenter les gens de la communauté. Ouais. Alors, s'ils ont peur d'aller vous voir, posez-vous des questions. L'autre côté de ça, c'est bien beau des choses sur le papier, mais en réalité, comme je dis, la réalité de nos jours, c'est encore, ça devient de nouveau à la politique, ça devient de nouveau à les valeurs individuelles, puis aussi les générations. Les générations du passé, ça c'est la période des Gen X qui appellent, ou les Y aujourd'hui, ça change. Mais il y a beaucoup de lacunes sur le sens de manque de la connaissance de leurs histoires et aussi de où on devient. En tout cas. Là, le bon côté de tout ça, c'est qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre appel. Conclure l'émission. Eh bien, merci à vous tous qui avez participé à l'émission et j'envoie mes remerciements comme toujours à Jacques également. Très enrichissant de t'avoir ici en studio. Ça fait plaisir de vous voir. Et bonne journée à tous sur les ondes de CJSE.